Alors, mon propos est de faire en fait une introduction des généralités sur les maladies auto-immunes, les grands principes. Alors, qu'est-ce qu'une maladie auto-immune? Bon, les maladies auto-immunes, ce sont des pathologies qui sont dues à l'action de pathogènes, de lymphocytes T et ou de lymphocytes B, qui sont spécifiques d'auto-antigènes, c'est-à-dire d'épitopes ou de peptides, qui font partie des constituants naturels de l'organisme, puisque notre système immunitaire est normalement destiné à nous défendre contre ce qui nous entoure. Dans les pathologies auto-immunes, il s'active contre les propres constituants de notre organisme. C'est la définition de ce type de pathologie. Mais vous savez qu'on a tous tendance à faire de l'auto-immunité, puisque notre système immunitaire est capable de reconnaître la totalité des épitopes présents, on va dire, dans la création. Et donc, un des buts du système immunitaire, c'est de faire en sorte que notre système immunitaire ne s'active pas contre nos propres constituants. Et pour ça, il a des mécanismes de tolérance. Et c'est la rupture de ces mécanismes de tolérance qui fait que des pathologies dysimmunitaires vont se développer ou pas. Alors, ces maladies auto-immunes, elles sont d'étiologie en général inconnue, mais pas toujours inconnue. Elles ont un déterminisme multifactoriel, on va revenir sur ce point, c'est extrêmement important. Il existe des gènes de susceptibilité. On m'a dit que comme nous étions filmés, il ne fallait pas dire de bêtises, mais on peut en dire quand même. Vous savez, il y a toujours l'inné et l'acquis. La part de l'inné est immense et la part de l'acquis est immense. Mais dans les maladies auto-immunes, c'est exactement la même chose, j'essaierai de l'illustrer. Donc, ce sont des maladies qui s'accompagnent d'auto-anticorps spécifiques ou non spécifiques d'organes et de lymphocytes T autoréactifs. Et si vous vous souvenez, on a l'habitude de les classer en maladies auto-immunes spécifiques d'organes ou en maladies auto-immunes non spécifiques d'organes ou systémiques. Et en fait, c'est une dichotomie qui est un peu artificielle parce qu'un patient peut présenter les deux types de pathologies en même temps ou à différents moments au cours de sa vie. Ce sont des maladies d'évolution chronique, ce sont des maladies qui vont évoluer pour la plupart tout au long de la vie, même si elles ont des poussées et des rémissions. Et donc, ce que je vous disais, c'est la troisième cause de morbidité dans les pays développés. Alors, sur un plan épidémiologique, quelques exemples de fréquences, en sachant que les valeurs que vous pourrez trouver dans la littérature sont extrêmement variables d'une publication à l'autre, sont parfois variables d'un pays à l'autre, ce qui souligne à la fois les aspects génétiques et les facteurs liés à l'environnement. Alors ça, c'est un tableau qui est tiré d'une question de la revue du praticien. Les plus fréquentes, les thyroïdites auto-immunes, 1% de la population féminine. La polyarthrite rhumatoïde, 0,5% de la population féminine. Et puis vous voyez que toutes les autres maladies auto-immunes sont vraiment des maladies auto-immunes qui sont peu appelées maladies rares, puisque leur fréquence est de moins de 1 pour 2000 personnes. Voilà. Et vous verrez, dans la littérature, il y a des valeurs qui peuvent être différentes. Mais souvenez-vous, par exemple, une maladie comme le lupus ou la sclérose en plaques, 1 pour 2000 en taux de prévalence. On y reviendra. Donc une diapositive empruntée à Patrick Blanco. Votre système immunitaire, il a pour but d'analyser tout signal danger qui pourrait se présenter, bactéries, virus, parasites, cellules néoplasiques, corps étrangers, tout ce que vous voulez. Et ce système immunitaire, il va être scindé ou divisé artificiellement, mais pas qu'artificiellement, en immunité innée, c'est ce qui tire sur tout ce qui bouge quand quelque chose arrive, c'est non spécifique de la menace, c'est ce qui définit en général la réponse inflammatoire, et puis une immunité acquise qui est spécifique de la menace rencontrée, avec bien évidemment des mécanismes régulateurs, et un dysfonctionnement de cet ensemble de cellules et de messages entre les cellules par contact ou par le biais de cytokines peut bien évidemment entraîner une réponse physiologique dans la majorité des cas, mais peut entraîner une réponse pathologique dès que l'un de ces acteurs dysfonctionne. Et on définit classiquement deux grands types de pathologies. Des pathologies où on va avoir plutôt une immunodéficience qui vont entraîner des cancers ou des pathologies infectieuses, et des pathologies où on va avoir une hyperactivité un peu anormale de ce système immunitaire. C'est ce qui va définir l'auto-immunité ou les maladies allergiques. Cette diapositive a pour but
de mettre en évidence les grands facteurs que vous retrouverez de l'immunité innée et de l'immunité acquise. Ce qui vient à l'esprit tout de suite dans l'immunité innée et la réponse inflammatoire, c'est le TNF, c'est l'IL1, c'est l'IL6, les neutrophiles, la cellule endothéliale. Pourquoi ces 3 cytokines? Vous savez qu'on a des médicaments qui les bloquent. Et puis l'immunité acquise, ça c'est des diapos qui datent déjà de la fin des années 80, mais qui restent valables dans leurs principes et dans la prise en charge de ces pathologies. Vous savez qu'on peut avoir une réponse immunitaire qui est plutôt à prédominance humorale, c'est une réponse qu'on appelle de type 2, c'est la sécrétion d'immunoglobulines. Vous voyez tout de suite où je veux en venir avec les auto-anticorps. Et puis dans d'autres types de réponses immunitaires, c'est une réponse cytotoxique qui sera prédominante avec les lymphocytes CD8. C'est par exemple le diabète de type 1 du sujet jeune, où les cellules des îlots de Langerhans sont détruites par des lymphocytes cytotoxiques. Les maladies auto-immunes, elles sont multifactorielles. Il existe des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux et des facteurs de dysrégulation immunologique. Alors la prédisposition génétique, elle est facilement mise en évidence par les études de concordance des maladies entre les jumeaux homozygotes et dizygotes ou par l'association statistique entre certains groupes HLA et certaines maladies. Alors voilà par exemple, pour illustrer la façon dont on utilise l'analyse jumeaux monozygotes dizygotes, la polyarthrite rhumatoïde, chez les jumeaux monozygotes, 12 à 32% vont être tous deux atteints, dans 12 à 32% des cas. Chez les jumeaux dizygotes, ça ne sera que dans 4 à 9% des cas que le jumeau dizygote sera atteint si le premier jumeau est affecté d'une polyarthrite rhumatoïde. Pour le lupus, vous voyez, pour le diabète de type 1 et ainsi de suite. La mise en évidence entre la corrélation groupe HLA, maladie auto-immune, il existe un risque relatif beaucoup plus important de faire une maladie auto-immune par rapport à la population générale si l'on est porteur de certains allèles HLA. Bon, le B27, bien évidemment, vous connaissez tous, mais par exemple, dans la rétinopathie de Birschodt, c'est l'HLA A29-2, le B7, c'est le B5, B51, etc. Et vous trouverez dans la littérature tout un tas de papiers qui vont souligner ces associations. Ça n'est pas parce qu'on est B27, rassurez-vous, il y en a beaucoup dans la salle qui sont B27, que vous allez faire une spondylarthropathie. Mais parmi les patients qui ont une spondylarthropathie, la majorité d'entre eux sont B27. L'environnement, c'est extrêmement important. Alors, dans les pathologies auto-immunes, les facteurs infectieux jouent un rôle probablement fondamental. Si je donne par exemple, si je prends l'exemple de la périartérite noueuse, la périartérite noueuse, c'est une vascularite systémique. Il y a 20 ans ou 25 ans, on va dire que 90% des périartérites noueuses qui étaient diagnostiquées en France survenaient après une hépatite virale B. Pour guérir de la PAN, il fallait guérir l'hépatite B. Depuis qu'on a la vaccination contre l'hépatite B, il y a beaucoup moins de PAN en France, et ces PAN ne sont en général pas liés à virus de l'hépatite B, mais à d'autres facteurs infectieux. Les cryoglobulinémies, 60% d'entre elles en France sont liées à l'infection par le VHC, etc., etc. Dans d'autres cas, le contexte va être un contexte alimentaire. C'est le cas de la maladie cœliaque. Le régime sans gluten vous permet de contrôler la maladie cœliaque, mais en fait, ça ne guérit pas la maladie cœliaque. Vous avez, si vous reprenez du gluten, vous refaites vos symptômes de maladie cœliaque. Parfois d'un contexte tumoral, mélanome et vitiligo, mais ça peut être dans d'autres pathologies cancéreuses associées à des vascularites, par exemple. Ce sont des causes très classiques. Le contexte hormonal, il suffit de souligner l'association des poussées lupiques, par exemple, en post-partum ou au cours de la grossesse. Et si je reprenais la diapositive ici, je pourrais vous montrer que dans 80% des cas, ces pathologies-là touchent des femmes. Donc le contexte hormonal, extrêmement important. Enfin, un domaine qu'on réservera peut-être aux questions, c'est les facteurs psychologiques, puisque c'est une question qui est posée très fréquemment, très difficile à analyser, probablement. Le stress, c'est quelque chose d'assez général.
Alors après, ça devient philosophique, éthique, l'esprit, le corps, est-ce que ça fait un, etc. Donc ça, on pourra en discuter si vous voulez. Un point important que je voudrais souligner, c'est le rôle inducteur possible de certains médicaments. Vous avez tous appris ça. Je voudrais simplement, alors vous trouverez ça également dans la littérature, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait suivant. C'est que beaucoup des médicaments qui sont réputés comme inducteurs de maladies auto-immunes sont souvent des médicaments qu'on a donnés à une époque pour traiter une maladie auto-immune. Donc parfois le médicament est réellement un inducteur, parfois c'est parce qu'on n'avait pas bien fait le diagnostic de maladie auto-immune et qu'on a prescrit un médicament, par exemple des sels d'or dans une polyarthrite rhumatoïde. On dit c'est inducteur par exemple de lupus, mais non, c'était peut-être simplement le fait que c'était déjà un lupus. Donc les médicaments, c'est quelque chose de moins bien connu, à mon sens, et il faut ôter de votre esprit l'idée que quand une maladie auto-immune est induite par un médicament, si on enlève le médicament, la maladie auto-immune guérit. Non, le médicament est un inducteur associé à des facteurs génétiques, à d'autres facteurs, et il ne faut pas penser, alors c'est vrai par exemple la thrombopénie à l'héparine, vous allez me dire c'est facile, j'arrête l'héparine, ça guérit. Oui, mais quand même, si vous faites une thrombopénie à l'héparine, c'est qu'il y a un terrain sous-jacent qui fait que vous êtes exposé à en faire une. Donc ce n'est pas un effet unique du médicament. Alors quand on prend en charge une maladie auto-immune, on se pose toujours 4 questions. Quel est le cadre nosologique? Existe-t-il une atteinte d'organes nobles? La maladie est-elle active ou quiescente? Et quel est le mécanisme lésionnel? Alors le cadre nosologique, pourquoi? Parce qu'il faut essayer de savoir de quoi on parle et il faut essayer d'avoir des cases qui vont permettre de réfléchir et d'aller chercher des informations. Donc, historiquement, on classifie les maladies auto-immunes en maladies auto-immunes spécifiques d'organes, alors les maladies thyroïdiennes, le diabète, les cytopénies auto-immunes, les pathologies du tube digestif, etc. C'est en général des pathologies qui sont prises en charge par des services de spécialité médicale de chaque organe, si vous avez besoin d'un référent, et puis des pathologies auto-immunes que l'on va appeler systémiques et qui sont artificiellement divisées ou historiquement divisées en pathologies auto-immunes que l'on appelle connectivites parce que l'on pensait que c'était des maladies du tissu conjonctif à l'époque où le nom a été donné alors que ça n'en sont pas, alors le lupus, les sclérodermies, la polyarthrite rhumatoïde, etc. Ou des pathologies que l'on va appeler des vascularites parce qu'elles sont définies par une inflammation des petits vaisseaux ou des gros vaisseaux, et c'est le Wegener, le Sjögren-Strauss, le Horton, les cryoglobulinémies, etc. Et ces pathologies-là, elles sont plutôt prises en charge dans des services qui sont des services de médecine interne. Alors, dans les maladies auto-immunes spécifiques d'organes, les choses sont assez simples. Vous allez avoir une symptomatologie relativement bien individualisée, et puis vous allez vous aider par la recherche en général d'anticorps qui sont spécifiques des organes, siège de la pathologie. Donc je passe sur les différents anticorps que vous pouvez trouver dans toutes ces pathologies. Et puis, à l'opposé, vous avez des pathologies auto-immunes systémiques, donc connectivites ou vascularites, dont Jean-François Vialard et Patrick Blanco vont vous reparler, et ils vont développer la façon dont on identifie ces pathologies et dont on en confirme le diagnostic, en sachant tout de suite qu'il y a 2 grands types d'anticorps que l'on demande. Les antinoyaux, c'est plutôt pour les connectivites, et les anticytoplasmes des polynucléaires, c'est plutôt pour les vascularites. Ces pathologies, elles ont une description qui est historique. Et leurs critères de définition sont des critères qui ont été modifiés avec le temps. Pour la majorité d'entre elles, on se base sur 2 grandes classifications. Dans le cadre des connectivites, c'est la classification de l'American College of Rheumatology. Et donc vous avez comme ça un certain nombre d'items cliniques ou biologiques dont l'association permet de définir un lupus, une polyarthrite, une dermatopolymyosite, etc., etc. En sachant que ces critères sont imparfaits, qu'un même patient peut avoir des signes
qui peuvent le rattacher à différentes pathologies. On va appeler ça des syndromes de chevauchement ou overlap syndrome. Qu'un même patient peut parfaitement, au cours de sa vie, avoir une pathologie qui va être, à un moment, rentrée dans les critères d'une maladie, par exemple le syndrome de Sharp ou le syndrome des antiphospholipides, et puis au cours de l'évolution, 10 ans plus tard, le tableau va se compléter, ça va devenir un lupus, etc., etc. Donc, dans la majorité des cas, on arrive à bien classer les patients, parfois c'est plus difficile. Dans les pathologies, dans les vascularites, un tableau qui peut sembler extrêmement compliqué et qui est en fait simple, ces pathologies ou vascularites sont classées en fonction de la taille du vaisseau atteint. Alors je schématise, la maladie de Horton, c'est les gros vaisseaux, l'aorte et ses grosses branches, et puis après vous avez des pathologies à l'opposé qui sont des pathologies des petits vaisseaux, c'est la maladie de Wegener, le Churg-Strauss. Donc la taille du vaisseau est importante et la biopsie, c'est-à-dire l'analyse du vaisseau et le type de lésion des vaisseaux est extrêmement importante, c'est ce qui permet de les classer. Deuxième grande question, je sais à peu près à quoi j'ai affaire, j'ai mis mon malade dans une case. La question qui est en fait fondamentale, c'est existe-t-il une atteinte d'organes nobles ou pas? Et ça doit être systématique. Parce qu'on va avoir des pathologies auto-immunes systémiques pas graves, le petit lupus cutané ou cutanéo-articulaire, et donc en corollaire, mon traitement sera un traitement peu agressif, mais je peux avoir une pathologie auto-immune grave, c'est rare, c'est beaucoup plus rare, mais ça existe, et là, je devrais avoir recours à des thérapeutiques agressives. Et les 4 organes majeurs dans toutes ces pathologies auto-immunes, quelle que soit la pathologie, c'est le rein, le cœur, le cerveau, le poumon. Le rein, c'est la clairance de la créatinine, la recherche d'une protéinurie, la recherche d'une anomalie du sédiment urinaire. Et s'il y a des anomalies, je discuterai avec les néphrologues si j'ai besoin ou pas d'une ponction biopsie rénale. Le cœur, fondamental, la base, l'auscultation, le CG, l'échographie cardiaque. Et derrière, en fonction de ce que j'aurai trouvé, je peux passer à l'étape supérieure et j'aurai recours au cardiologue. Le cerveau, difficile à explorer, mais au moins l'examen clinique, des tests cognitifs simples, et au moindre doute, une IRM cérébrale qui au moins me servira d'examen de référence pour le suivi tout au long de la vie de cette pathologie. Le poumon, là aussi très simple, épreuve de marche 6 minutes, radio du thorax, épreuve fonctionnelle respiratoire, et éventuellement, si j'ai besoin d'un scanner, la plupart du temps, je n'ai besoin que d'un scanner non injecté. Et pour étudier le parenchyme, et si j'ai besoin d'aller plus loin, c'est le lavage bronchiolo-alvéolaire. Ça fait partie du bilan systématique de toutes les pathologies auto-immunes. Voilà. Pas le scanner obligatoire, mais il faut toujours se poser ces questions. Et la dernière question, le dernier organe noble, auquel alors le foie c'est noble aussi, mais c'est moins fréquemment atteint, c'est les gonades. Parce que ce sont des pathologies de la femme jeune, qui va vouloir avoir des enfants. Donc il faut toujours se poser cette question. Troisième grand chapitre, la maladie est-elle active ou quiescente? Puisque à partir du moment où on a une maladie auto-immune, c'est qu'on a un dysfonctionnement, on a un terrain génétique qui prédispose à ça. Ça ne veut pas dire qu'on va être malade, mais ça veut dire que tout au long de la vie de la patiente ou du patient, je vais devoir garder en mémoire cette anomalie à un moment donné et donc suivre cette personne. Alors active ou quiescente, la symptomatologie clinique, le syndrome inflammatoire, ça va être fonction de l'organe cible, le poumon, le rein, selon ce que j'aurai trouvé, de certains marqueurs immunologiques dont Patrick Blanco vous parlera, et donc ces marqueurs sont variables selon la pathologie. Des questions très importantes, à mon avis, pour vous, et parce que c'est un des motifs de consultation très fréquents pour lesquels vous nous envoyez les patients. C'est des stigmates biologiques d'auto-immunité sont-ils le signe d'une maladie auto-immune? On pourrait classer ça dans le petit chapitre maladie active ou quiescente. Donc c'est, voilà,
je fais un bilan chez une patiente, je trouve des anticorps antinoyaux positifs au 1/320e, isolés, qu'est-ce que j'en fais? Ces anticorps antinoyaux, ils sont toujours évocateurs d'une maladie auto-immune, mais dans la majorité des cas, il n'y a pas de maladie auto-immune. Alors, ils sont peu spécifiques, et très souvent, chez la femme en période d'activité génitale, ou chez la femme enceinte, ou chez le sujet âgé, alors là, tous sexes confondus, on peut trouver des anticorps antinoyaux. Alors peut-être on va vous remontrer cette diapo, parce que elle est tirée d'un article fait par des Canadiens dans la revue du praticien il y a quelques années, mais ça reste, à mon sens, un très très bon exemple, et c'est quelque chose qu'on montre aux patients en consultation. Moi, je leur montre la diapo. Si vous analysez l'évolution de la fréquence du titre d'anticorps antinucléaires positifs dans une population féminine en fonction de l'âge. À l'âge de 20 ans, vous allez avoir moins de 20% des femmes qui ont des anticorps antinoyaux isolés. Je parle anticorps antinoyaux isolés, pas d'anti-ADN ou de choses comme ça. Bon. À 40 ans, donc, il y a 30% des femmes, à 40 ans, il y a 30% des femmes qui ont des anticorps antinoyaux. Donc imaginons que l'âge moyen des femmes présentes dans cette salle soit de 30 ans. On peut penser qu'on a 20% d'entre vous ont des anticorps antinoyaux. Or, la prévalence du lupus dans la population générale, c'est que 1 sur 2000. Donc il est bien évident que ce n'est pas 30% d'antinoyaux ne donne pas 30% de lupus, mais 1 pour 2000, 0,05%. Voilà. Donc toute la question va être, et avec l'âge, vous voyez, cette fréquence augmente. Donc ça, c'est un motif extrêmement fréquent de consultation. Et donc, il faut être capable de faire tout ce que va vous expliquer derrière Patrick tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on explore ça et quelle est la spécificité de ces anticorps lorsqu'on les met en évidence, ou d'autres anticorps que les anticorps antinoyaux, mais c'est ceux-là que l'on rencontre le plus fréquemment. Alors voilà, dans la population générale, la majorité d'entre nous, nous n'avons pas d'anticorps antinoyaux. Une partie d'entre nous a des anticorps antinoyaux. Ben voilà, ceux qui ont des maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, ça représente, je dirais, une part de gâteau extrêmement faible. Par contre, il y a une autre diapositive qui est très importante, et que tu vas probablement présenter aussi, je suis désolé, mais ça vaut la peine parce que c'est vraiment un problème important. C'est celle-là. C'est une étude américaine dans laquelle ils ont pris un certain nombre de patients avec des lupus, et ils ont réussi à obtenir sur des prélèvements congelés les années précédentes le titre d'auto-anticorps, alors facteur antinucléaire, on va s'intéresser qu'à cela, après vous avez tous les autres plus spécifiques, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans avant l'apparition des symptômes qui ont fait poser le diagnostic de lupus. Eh bien, on s'aperçoit que dans une cohorte de jeunes femmes qui a un lupus, des anticorps antinoyaux étaient présents 3 ans auparavant chez 80% d'entre elles. Donc cela signifie qu'une personne qui a des anticorps antinoyaux isolés a peu de risque de faire un lupus, mais que les personnes qui font un lupus ont en général des anticorps antinoyaux présents plusieurs années auparavant. Donc ces personnes chez qui vous allez mettre en évidence des anticorps antinoyaux, il va falloir les rassurer parce que le risque de faire un lupus est faible, mais il va falloir les suivre parce que celles qui vont faire un lupus, elles avaient des anticorps antinoyaux quelques années auparavant. Et ça, à mon sens, c'est un job pour un médecin généraliste installé en ville extrêmement important parce que ça représente beaucoup de patients dans votre clientèle. Et donc, on présente tous cette même diapo, qu'on va tous piquer sur le même article, bien sûr, qui est que une personne qui va avoir une pathologie auto-immune, ça n'est pas une personne qui est bien portante et qui tout d'un coup devient malade. Toute personne qui a une maladie, toute personne bien portante est une personne qui a une maladie auto-immune qui s'ignore, ou tout ce que vous voulez. D'accord ? Et vous avez un spectre continu entre l'immunité normale, des stigmates biologiques d'auto-immunité qui ne sont pas graves et qui ne sont pas pathologiques,
une auto-immunité pathologique, on va dire peu sévère, et puis une pathologie réellement bruyante et sévère. Et au sein, ça c'est sous la dépendance de facteurs génétiques et environnementaux, et au sein de la vie d'un ou d'une patiente, eh bien, on va pouvoir bouger le long de cet axe et repasser période de poussée, période de rémission, et ainsi de suite. Voilà. Dernière question, le mécanisme lésionnel. Donc le mécanisme lésionnel, j'insisterai pas dessus, parce que c'est compliqué, mais il y a deux notions importantes, encore une fois des diapositives que j'ai prises à Patrick Blanco. C'est notion, on va avoir des maladies auto-immunes, vous vous souvenez, le premier schéma, avec l'immunité humorale, l'immunité cellulaire, on va avoir des maladies auto-immunes où la pathologie est liée spécifiquement à l'activité d'un auto-anticorps. J'ai des anticorps antiplaquettes, j'ai une thrombopénie auto-immune. J'ai des anticorps antigènes de mes globules rouges, j'ai une anémie hémolytique auto-immune. Ainsi de suite. Ça, c'est facile. À l'opposé, j'ai des maladies, donc elles sont dites B-dépendantes. C'est l'auto-anticorps seul qui fait la pathologie. J'en ai d'autres qui vont être T-dépendantes. Et j'en ai, donc avec des lymphocytes cytotoxiques, et j'en ai qui vont être mixtes, où j'aurai à la fois une pathologie liée à des auto-anticorps, une pathologie liée à des lymphocytes cytotoxiques. Et ça, et puis il va y avoir les cytokines essentiellement de la réponse inflammatoire, le TNF, l'IL1, l'IL6, et ça va être important, parce que jusqu'à ce jour, nous avions des thérapeutiques qui étaient des thérapeutiques peu spécifiques, c'était la corticothérapie, l'endoxan, le méthotrexate. En fait, on était actif sur les cellules de la réponse inflammatoire, les cytokines de la réponse inflammatoire, les cellules de l'immunité acquise, de façon indistincte, plus ou moins puissamment. Et le futur, c'est des thérapeutiques ciblées, et vous avez vu, les biothérapies, c'est les anti-TNF, c'est l'anti-IL6, c'est l'anti-CD20, c'est-à-dire le MabThera pour les pathologies qui sont par exemple liées à une anomalie de l'immunité B, etc., etc. Et donc, on va avoir une évolution de la thérapeutique des pathologies auto-immunes liée à ça. Donc, ma conclusion, c'est 2 diapos. La première, c'est chaque fois que vous devez prendre en charge quelqu'un avec une pathologie auto-immune, vous vous posez les 4 questions, le cadre nosologique, l'atteinte d'organes nobles, maladie active ou quiescente, et quel est le mécanisme lésionnel, même si ça, c'est un peu le futur. Et la deuxième diapositive qui est fondamentale, c'est l'auto-immunité, c'est un état, ou la non-auto-immunité, c'est un état de déséquilibre permanent avec un système immunitaire qui tend à ramener à l'équilibre. Et donc, nous nous promenons sur cet axe entre l'immunité normale, la maladie auto-immune symptomatique, avec des états intermédiaires, et il faut gérer ça tout au long de la vie. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous. Donc moi j'ai la lourde tâche de répondre à la question comment reconnaître une maladie auto-immune. Alors j'ai fait le parti pris de vous faire une présentation non pas par maladie, parce que je pense que ça serait, parler de chaque maladie auto-immune, qui sont quand même des maladies rares, etc. Je vous retiendrai pas, mais j'ai préféré faire une présentation par symptômes. En gros, il y a certaines manifestations cliniques qui sont spécifiques de certaines maladies auto-immunes. Il y en a d'autres qui sont communes. Et tous ces malades, certes, ce sont des maladies rares, mais de toute façon, ils passent par le cabinet du généraliste. Alors même si j'ai toujours tendance à dire oui, mais un lupus, on en a 2, 3 dans la clientèle, c'est pas très important. Probablement qu'il y en a plus, comme on vient de vous le dire, puisque peut-être que tout le monde fait de l'auto-immunité. Mais tous ces malades, il faut faire les diagnostics assez rapidement, parce que si on laisse traîner, il peut y avoir des séquelles. Et comme on a des traitements aujourd'hui pour probablement peut-être pas les guérir, mais les mettre en rémission pour un bon nombre d'entre eux, il faut éviter les séquelles. Donc ma présentation, elle se fera par symptômes. Alors ça, c'est une plaque, bon, Jean-Luc vous l'a
montré tout à l'heure. Brièvement, vous avez d'un côté les maladies spécifiques d'organes, c'est pas celle dont je vais parler. Moi, je vais parler des maladies systémiques, c'est-à-dire qui touchent plusieurs organes. Donc, vous avez lupus, syndrome d'antiphospholipides, gouge rouge-grogne, polyarthrite rhumatoïde, dermatomyosite, sclérodermie, vascularite liée aux ANCA, ou vascularite dans le cadre d'un lupus ou d'une PR. Alors, une petite remarque qui n'a pas été faite, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les maladies systémiques et puis celles qui sont spécifiques d'organes. À mon avis, les maladies auto-immunes, c'est comme l'athérosclérose. Quand vous faites un infarctus du myocarde, vous, le cardiologue, vous ne regardez pas que le cœur, vous allez faire un Doppler des artères carotidiennes, vous faites un Doppler des artères fémorales, parce que l'athérosclérose, elle peut être partout. Et bien, c'est pas parce que vous avez un lupus que vous ne pouvez pas avoir un PTI. C'est pas parce que vous faites un PTI que ça peut pas être la première manifestation d'un lupus. Donc, je veux dire par là que quand on a une maladie auto-immune, on peut en avoir d'autres. On peut un peu en cacher un autre. Donc il faut en général rechercher l'ensemble des maladies auto-immunes, ou en tout cas réfléchir et y suspecter. C'est encore plus compliqué quand on sait que plusieurs maladies auto-immunes peuvent être associées entre elles. C'est le cas par exemple Gougerot, PR, lupus, syndrome des antiphospholipides. Alors on attaque le vif du sujet. Alors le premier organe qui parle très fréquemment dans les maladies auto-immunes, c'est la peau. Alors il y a des manifestations, certaines manifestations cutanées qui vont être spécifiques d'une pathologie auto-immune. On va voir dans le lupus, il y a des maladies de peau, enfin des manifestations cutanées qui sont typiques et spécifiques du lupus. Pareil dans la dermatomyosite. La papule de Gautron, c'est spécifique d'une dermatomyosite. Donc, je vais vous montrer beaucoup de photos. Alors on va commencer par l'atteinte cutanée du lupus. Le maître mot dans le lupus, c'est photosensibilité. C'est-à-dire que les lésions cutanées du lupus, en 90% des cas, elles touchent les lésions exposées au soleil, c'est-à-dire le visage, les mains, le décolleté, le haut du dos. Donc le terme photosensibilité est un terme majeur dans le lupus. Alors, il y a des atteintes cutanées qui sont spécifiques et caractéristiques du lupus. Il y en a 3, on va les appeler aiguës, subaiguës, chroniques. Alors la plus connue, c'est l'atteinte, ce qu'on appelle le vespertilio, ou le masque lupique, qui a donné le nom à la maladie, ce qu'on appelle un vespertilio. Donc vous en avez ici un exemple. Donc ce sont des lésions érythémato-squameuses, bilatérales symétriques, qui touchent la région malaire, les ailes du nez. En général, le sillon nasogénien ici est respecté. Ce n'est pas toujours vrai, mais la plupart du temps, c'est le cas. On a vu ici sur le décolleté. Ces lésions sont bilatérales, elles sont non prurigineuses et elles sont généralement un peu squameuses. Alors vous avez ici une atteinte des mains. Vous avez une caractéristique qui est majeure, c'est que l'atteinte cutanée du lupus aigu ne touche pas le dos des articulations. Vous verrez dans la dermatomyosite que c'est l'inverse. La dermatomyosite, elle touche ce qu'on appelle les papules de Gautron qui vont être situées ici. C'est l'inverse du lupus. Alors vous avez ici encore des, vous voyez, ce qui est caractéristique, c'est l'aspect squameux, érythémateux et répété lorsqu'il y a des expositions solaires. Toujours le caractère photosensible sur lequel j'insiste beaucoup. Donc ça, ces lésions, quand elles disparaissent, elles ne laissent pas de cicatrices, elles ne laissent pas de traces. C'est pas pareil pour le lupus subaigu et le lupus chronique, où là, il peut y avoir des cicatrices et on peut même faire un diagnostic à rétro sur l'aspect cicatriciel des lésions cutanées. Alors le lupus subaigu, c'est toujours érythémateux squameux, mais les lésions, elles sont annulaires, polycycliques, toujours zone photoexposée, elles laissent des cicatrices pigmentaires, et la caractéristique de ces lésions cutanées, c'est qu'elles sont quasiment, très très fréquemment associées à un anticorps qu'on appelle l'anti-SSA. L'anti-SSA, généralement, ça fait évoquer ce qu'on appelle la maladie de Gougerot-Jeugren, Patrick vous en parlera. Mais pas seulement, on peut avoir des anti-SSA dans un lupus, et en particulier dans les lupus subaigus. Alors ça donne ça, vous voyez, ces espèces de lésions cocardes, tout à fait annulaires sur des zones exposées au soleil. Et ça peut donner des cicatrices
généralement pigmentaire, qu'on peut faire le diagnostic comme ça, à rétro. Les mains, bien sûr, sont touchées, toujours visage, mains, décolleté, avec des lésions très squameuses. Ça, c'est pas du pso, c'est typique d'un lupus subaigu. Troisième lésion spécifique du lupus, ce qu'on va appeler le lupus chronique ou le lupus discoïde. On est toujours au visage, plus rarement aux mains. Très fréquemment, c'est le cuir chevelu qui est touché, les oreilles, la zone malaire. Alors là, on a des lésions qui sont épaisses, hyperkératosiques, papuleuses, très bien limitées, c'est absolument pas prurigineux, et surtout, ça laisse des cicatrices atrophiques. Et c'est souvent comme ça, d'ailleurs, qu'on fait le diagnostic. Si ça touche le cuir chevelu, il y aura une alopécie définitive. Il peut y avoir des alopécies dans le lupus, certaines ne sont pas du tout définitives, mais lorsque c'est un lupus discoïde, il y a une cicatrice avec une atrophie centrale. Donc ça donne ce genre de lésion. Vous voyez, ici, ça c'est très très évocateur. Ça, c'est des lésions très très kératosiques, surélevées, papuleuses. Vous voyez ici au centre, c'est atrophié, avec un bord surélevé ici. Bon là, c'est une localisation un peu en loup, en vespertilio, mais c'est pas un lupus aigu parce que vous avez un aspect comme ça hyper kératosique et ça va vous laisser des cicatrices comme ça, dépigmentées ou hyperpigmentées. Il y en avait d'autres ici, vous voyez, ces lésions qui vont être quasi définitives, avec des atrophies du cuir chevelu, et ça reste comme ça, et il y a une alopécie définitive dans ce genre d'atteinte cutanée. Les muqueuses peuvent être touchées, et lorsqu'il y a un lupus chronique qui touche les muqueuses, ça prend un aspect un peu de lichen, cet aspect un peu blanchâtre, porcelaine, comme ça, dans la bouche. Et ça, c'est pas un lichen, ça peut aussi être un diagnostic différentiel de lupus chronique. Donc ces trois types de lésions que je viens de vous montrer sont caractéristiques et spécifiques de la maladie lupique. Alors les diagnostics différentiels, notamment le vespertilio, bon, faut pas confondre souvent avec les rosacées, les couperoses, en partie du diagnostic différentiel classique, et également les nodules sarcoïdosiques, qui ont un aspect un peu différent, beaucoup plus violacé. Quand à la vitropression, il y a des petits grains jaunâtres comme ça qui apparaissent. C'est les descriptions sémiologiques classiques. Deuxième circonstance évocateur d'une maladie auto-immune, mais là beaucoup plus large, qui peut la sclérodermie, la polyarthrite, le rhumatoïde, le lupus, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Raynaud. Alors le syndrome de Raynaud, 3 phases, pas forcément constantes. Celle qui est constante, c'est la phase syncopale. Donc les doigts blanchâtres, on va voir sur une photo, c'est encore plus parlant. Donc la phase syncopale, on ne peut pas parler de maladie de Raynaud ou de syndrome de Raynaud s'il n'y a pas la phase syncopale. Suivie de ce qu'on va appeler la phase de cyanose, ici par exemple, on peut avoir les deux en même temps d'ailleurs, puis la phase hyperémique qui est douloureuse, phase hyperémique qui n'est pas toujours constante. Ça, c'est un véritable syndrome de Raynaud. Vous savez que le syndrome de Raynaud, soit il va être primitif, maladie de Raynaud idiopathique, soit il va être le premier signe ou évocateur d'une maladie de système, et en particulier la sclérodermie. Toujours une manœuvre à faire qui est ce qu'on appelle la manœuvre de Allen, c'est-à-dire qu'elle va répondre à la question est-ce qu'il y a une obstruction, une ischémie, une thrombose au niveau des artères digitales ou de l'arcade palmaire. En fait, la manœuvre, ça consiste à comprimer les artères cubitales et radiales. Vous demandez au patient de faire des mouvements de la main flexion-extension. Donc la main va devenir syncopale, blanche. Et puis vous relâchez, par exemple, la pression sur l'artère cubitale ou radiale. Et vous regardez la recoloration. S'il n'y a pas de recoloration, ça veut dire que dans un des territoires drainés par l'artère, il y a une thrombose. Lorsqu'une manœuvre de Allen est positive dans un syndrome de Raynaud, c'est plus très évocateur d'une maladie de système sous-jacente. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres causes obstructives, mais on reste dans le cadre des maladies auto-immunes. Alors simplement un petit rappel, le syndrome de Raynaud, c'est paroxystique, ce n'est pas un acrosyndrome permanent, et on le confond parfois avec ce qu'on appelle l'érythermalgie. L'érythermalgie, il n'y a pas de phase syncopale, les doigts sont un peu violacés, surtout à type de brûlure,
Et les érythermalgies, c'est très évocateur dans les syndromes myéloprolifératifs, notamment les thrombocythémies essentielles ou les VACES. Et l'érythermalgie est très sensible aux petites doses d'antiagrégants plaquettaires, 100 ou 250 mg d'aspirine, pas le réno. Alors, en faveur d'un réno secondaire, bon, il n'y a pas de règles et de choses bien spécifiques, mais enfin quand même, il y a un faisceau d'arguments quand vous voyez un malade pour dire, attention, il y a peut-être une maladie de système dessous. Donc plutôt quand l'âge de survenue est tardif, lorsque ça touche un homme, lorsque le pouce est touché, lorsque la manœuvre de Allen est anormale, lorsque ça s'aggrave au cours du temps, et puis bien entendu, si vous avez avec une sclérodactylie ou des télangiectasies, comme on va voir tout à l'heure, ça c'est très évocateur d'une maladie auto-immune. Qui dit syndrome de Raynaud dit forcément capillaroscopie. Toujours faire une capillaroscopie. Pour voir quoi? Pour voir des signes en faveur d'une sclérodermie. Ça va être ce qu'on appelle les mégacapillaires et la raréfaction des anses capillaires. Vous avez en haut ici donc une capillaroscopie normale. Et vous voyez ces espèces de dilatations, là, ici, ce qu'on appelle les mégacapillaires, avec des zones désertiques. Et ça, c'est évocateur d'une maladie type sclérodermie. On peut avoir aussi ce genre d'anomalie à la capillaroscopie dans des dermatomyosites, par exemple. Regardez toujours les doigts de vos patients. Vous pouvez notamment avoir la zone périinguéale qui peut être riche en renseignements. Elle peut vous donner ce qu'on appelle le signe de la manicure, c'est-à-dire une espèce de... Alors c'est pas ça ce qu'il faut voir ici, mais parfois c'est un aspect surélevé, érythémateux, périinguéal, ce qu'on appelle le signe de la manicure. Il peut y avoir comme ça une hyperkératose cuticulaire. Et puis surtout, on peut voir les microangiopathies à l'œil nu, c'est ces espèces de petites taches là ici, purpuriques, voyez. Et ça, c'est en fait un signe de microangiopathie qu'on voit avec cette espèce. Ça, c'est pas de la saleté, hein, c'est tout simplement des petites lésions ischémiques qu'on voit très bien en périinguéal. Ça, c'est une télangiectasie. Voilà, donc le syndrome de Raynaud, ça doit faire tilt. Toujours chercher, dépister une maladie auto-immune sous-jacente. Troisième type de lésion cutanée, et là on va être plus dans ce qu'on appelle la sclérodermie, c'est ce qu'on va appeler la sclérose cutanée, la sclérodactylie, ou l'aspect de peau tendue au niveau des bras, des avant-bras, du visage. Alors c'est évocateur de la sclérodermie. Un petit rappel, la sclérodermie, soit il y a des formes limitées, soit des formes diffuses, et il y a une forme particulière sur laquelle on va revenir, qu'on appelle le CRESS syndrome. C'est une maladie rare, mais enfin bon, il y a quand même à peu près 12 000 patients en France. Et donc la caractéristique principale, c'est cette atteinte cutanée, avec ce qu'on appelle une modification de la peau qui devient tendue, épaissie, indurée, se sclérose, d'accord, et elle va entraîner des modifications, notamment au niveau des doigts, avec ce qu'on va appeler la sclérodactylie. Alors il y a d'autres manifestations, notamment avec le syndrome de Raynaud, il y a ce phénomène ischémique. Il va pouvoir y avoir des ulcérations, notamment au niveau de la pulpe des doigts. Et puis, le pronostic est souvent sous-jacent et souvent lié à l'atteinte pulmonaire, notamment s'il y a une fibrose pulmonaire. Alors, la sclérodactylie, ça donne ça. Je crois que celle-là est plus parlante. C'est-à-dire que la peau, en fait, se rétracte, le tissu cutané se devient fibreux, et ça entraîne une rétraction des doigts. Les doigts deviennent effilés, comme ça, avec impossibilité à tendre les doigts, ce qu'on voit très bien avec ce qu'on appelle le signe de la prière. On n'arrive plus à joindre les deux mains face contre face, et ça c'est typique de la sclérodermie. Alors il peut y avoir évidemment des phénomènes ischémiques avec un phénomène de Raynaud très poussé, et puis des ulcérations. Alors là c'est un cas caricatural. Parfois vous pouvez faire le diagnostic en regardant les mains, vous avez des petites dépressions comme ça au niveau de la pulpe, ce qu'on appelle des cicatrices d'ulcération pulpaire. Et c'est assez fréquent de voir des sclérodermies arriver comme ça. Ça donne ça, vous voyez, ces espèces de dépressions, là, comme ça, de cicatrices d'ulcération. Alors, il y a une forme particulière qu'on appelle le CREST. CREST, c'est qu'il y a des calcinoses sous-cutanées. Vous voyez, il y a des patients, même, on voit sourdre des doigts, du calcaire, hein, de la craie. C'est impressionnant. Le R, c'est le syndrome de Raynaud, que vous avez ici, hein. Il y a une atteinte œsophagienne, c'est que la sclérodermie touche la musculature lisse, notamment tout le tube digestif, en particulier l'œsophage, avec une symptomatologie de reflux. S, c'est la sclérodactylie, et T, c'est les télangiectasies.
Alors, vous avez ici, par exemple, vous voyez, ces espèces de concrétions calcaires qu'on voit très bien à la radio et qui correspondent à ça, ça s'appelle la calcinose sous-cutanée. On avait ici au niveau des phalanges, vous voyez, là, ici, des accumulations ici plus punctiformes. Ça, c'est la calcinose, c'est typique du crest. On voit aussi des calcinoses comme ça, ou des calcifications dans la dermatomyosite, souvent d'ailleurs au niveau des membres inférieurs. Alors les téléangiectasies, ça donne ça. Diagnostic différentiel, peut-être le rendu Osler peut donner la même chose. Vous voyez cet aspect aussi de la bouche comme ça, une espèce de radier comme ça. Ça, c'est la sclérodermie qui touche le visage, avec parfois des formes de lèvres effilées, avec des malades qui sont, il y a des formes historiques, avec les malades qui n'arrivent pas à ouvrir la bouche tellement la peau est rétractée. Donc ça, c'était évocateur de la sclérodermie. Il y a d'autres atteintes cutanées qui vont vous évoquer une dermatomyosite. C'est ce que j'ai appelé tout à l'heure les papules de Gautron. Donc les papules de Gautron, c'est des lésions érythémateuses, un peu squameux, violines, avec une dépression au centre, qui prend une coloration un peu porcelaine, et qui est comme caractéristique d'être située sur les faces postérieures, enfin sur les zones articulaires, hein, inversement du lupus. Alors, vous en avez eu ici qui sont assez jolies. Voilà, c'est-à-dire on regarde des articulations, cette espèce de lésion un peu violet et kératosique et blanchâtre un peu au milieu, dite porcelaine. Alors pas confondre avec ce qu'on appelle aussi le signe de Gautron, qui est aussi un signe de dermatomyosite, où là cette fois-ci c'est des lésions érythémateuses, mais le long des gaines comme ça, tendineuses. Vous voyez, ici, et ça c'est les papules de Gautron, ici. Alors ça c'est typique de la dermatomyosite. Et un autre signe qui est typique de la dermatomyosite, c'est l'œdème rose liliacé des paupières, généralement bilatérales. Vous voyez ici, ça c'est typique d'une dermatomyosite avec des formes plus ou moins importantes. Je crois qu'il y en a sur, voilà, ici. Ça c'est plus discret. Mais l'œdème violacé du visage, faut penser à la dermatomyosite. Un autre diagnostic différentiel, c'est l'amylose, mais l'amylose, ça vous donne des hématomes carrément, des lésions, des hématomes bilatérales des orbites. C'est un peu différent. Toujours dans la peau, quand vous voyez ça, malade qui arrive avec ça, première chose à faire, est-ce qu'il a de la fièvre, un syndrome ménager? Bien sûr, purpura méningocoque. Deuxièmement, un taux de plaquettes, pour savoir si c'est pas un PTI. Mais si c'est pas ça, ben c'est probablement un purpura vasculaire sur les zones déclives, qui ne fasse pas à la vitropression, généralement infiltrée. Et ça doit vous faire penser à une vascularite, une cryoglobuline, une périartérite noueuse, etc. Donc c'est le purpura vasculaire, très fréquent dans les vascularites. Toujours la peau, le livédo. Le livédo, c'est une espèce d'érythème violacé en forme de maille. On voit très bien ici. Entre les mailles, la peau a une coloration normale. On avait d'autres, c'est plus ou moins discret, souvent au niveau des genoux. Hein, ici aussi, il est assez typique, c'est plus discret au niveau des fesses et des cuisses. Alors, tout livédo, peut-être, n'est pas forcément pathologique. Il y a des livédos physiologiques. Et vous savez qu'on distingue le racémosa du livédo réticulé. Alors, le racémosa n'est jamais banal. Le racémosa, c'est mailles fines non fermées. Et ça doit pousser les explorations. Le livédo réticulé, les mailles se ferment, elles sont régulières, elles se referment sur elles. Et ça, généralement, c'est des livédos physiologiques. On les voit pas mal chez les femmes, notamment au niveau des... Un truc classique, c'est certaines personnes qui font de l'équitation, et ça, avec des pantalons qui serrent ici, ça vous fait une espèce de livédo, mais qui est tout à fait physiologique. En revanche, lorsque les mailles ne sont pas fermées, celui-là, il est racémosa, et c'est celui qu'on voit généralement dans le syndrome des antiphospholipides, ou les vascularites. Enfin, c'est beaucoup plus discret, vous en avez un ici, au niveau des pieds. Ça peut être une cryo. Ça, c'était une cryo, ça. Voilà, donc la peau, c'est très parlant, très évocateur de maladies auto-immunes. Alors, il y a d'autres organes, parce que ces maladies systémiques, elles peuvent toucher n'importe quel organe, et n'importe quel organe peut être la première révélation d'une maladie auto-immune. Alors là, le plus classique, c'est les articulations avec la polyarthrite. Bon, polyarthrite rhumatoïde ou lupus en général. Bon, la majorité des cas, c'est quand même les poignets, les métacarpophalangiennes, les IPP. C'est généralement bilatéral symétrique, c'est un caractère inflammatoire. Ça, vous connaissez.
Alors, la polyarthrite rhumatoïde, elle est déformante, mais M. Schaverbeck vous dira que ça, on ne le verra plus dans les années à venir avec les biothérapies. Et donc, on a plutôt ce genre de sujet qui arrive donc avec des doigts un peu boudinés, et des synovites, des ténosynovites et des arthrites. Alors, le lupus ne donne pas d'arthrite déformante. Théoriquement, c'est que l'APR qui donne une destruction articulaire. Il faut quand même savoir que le lupus peut donner ce qu'on appelle une déviation un peu en coup de vent, mais qui est réversible. Vous voyez ici, ça c'est ce qu'on appelle la manjacoud. Voilà, c'est spécifique du lupus. Mais si vous faites des radios ou une IRM, vous n'aurez pas de destruction articulaire. Pas de destruction articulaire dans le lupus. Troisième circonstance, ce qu'on appelle le fameux syndrome sec. Alors là, il faut faire attention. Donc la xérostomie, la xérophthalmie, c'est évocateur de maladie que vous connaissez tous, qui est la maladie de Gougerot-Jeugren, qui est une exocrinopathie, c'est-à-dire une infiltration lymphocytaire des glandes, notamment lacrymales et salivaires. Ça, c'est très 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 souvent évoqué. Bon, le problème, c'est que des vrais Gougerot, il n'y en a pas forcément beaucoup. Parce que la plupart du temps, les syndromes secs, c'est ça, c'est le vieillissement physiologique, c'est tous les gens qui prennent des psychotropes, des benzos, etc., ou des antalgiques type efferalgan-codéiné. Donc il faut faire quand même très attention. Le vrai Gougerot, ça donne des vraies xérostomies, xérophthalmies, et il faut les confirmer par des signes objectifs, qui est là ce qu'on appelle le test de Schirmer, donc vous envoyez chez l'ophtalmo, ou vous faites un test au buvard vous-même, et si le buvard est imbibé en 1 ou 2 minutes, c'est qu'il n'y a pas de syndrome sec oculaire. Et le syndrome sec buccal, généralement, c'est des langues quand même qui sont rôties, qui sont dépapillées. Alors on peut parfois avoir des formes un peu précoces. Là aussi, il ne faut pas hésiter, vous mettez un sucre sur la langue, s'il faut en 3 minutes, c'est pas un vrai syndrome sec. Voilà, donc il faut bien faire attention, et puis je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire les anticorps dont on vous parlera, et une biopsie des glandes salivaires pour objectiver l'infiltration lymphoplasmocytaire dans la glande salivaire. Ça, c'est important. Sinon, on fait des diagnostics faux, et on médicalise des gens alors qu'ils n'ont pas de maladie auto-immune. Le vrai Gougerot aussi, sachez que ça donne souvent des parotidites. D'accord. Et un signe classique à l'électrophorèse, c'est l'hypergamma polyclonal. Ça, c'est assez caractéristique. Le cœur, maintenant. Le cœur, c'est assez simple, c'est la péricardite. C'est assez classique, péricardite lupique en particulier. Souvent, il y a une pleurésie associée, souvent une pleuropéricardite, pas toujours. La plupart du temps, c'est des épanchements qui sont de moyenne ou faible abondance, mais enfin, il y a des cas de tamponnade. Généralement, les péricardites, c'est plutôt des lupus, PR, un peu moins souvent d'autres maladies auto-immunes. Une autre circonstance qui est rare, j'en ai pas vu beaucoup, mais quand ça arrive, c'est gravissime. Et il faut toujours penser, c'est qu'une femme jeune qui fait un OAP ou une insuffisance cardiaque, ok, ça peut être une myocardite virale, etc. Pensez à une maladie auto-immune. On a vu des catastrophes, moi j'en ai vu 3 dans ma vie, dont une qui est greffée, une qui est morte et une qui s'en est tirée. Donc ça, c'est l'insuffisance cardiaque chez une femme jeune. Pensez aussi, alors il y a d'autres diagnostics bien sûr, mais pensez à un lupus ou une maladie auto-immune. Une autre circonstance, ce qu'on appelle l'endocardite sans fièvre ou à hémoculture négative. Et on trouve des végétations chez une personne, en général c'est des gens jeunes, généralement des femmes. Vous avez des images comme ça, ça vous dites c'est une végétation, seulement il n'y a pas de syndrome inflammatoire, il n'y a pas de fièvre, les hémocultures sont négatives, et en fait ça c'est pas une végétation infectieuse, c'est en fait ce qu'on appelle un petit amas fibrinocruorique, et ça c'est très très évocateur de ce qu'on appelle le syndrome des antiphospholipides, on appelle ça encore l'endocardite de Lehmann-Sachs, et là il faut chercher les antiphospholipides et souvent un lupus associé. Cœur-poumon, signe classique, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors pas chez une personne de 70 ans, là je tape chez une personne de 70 ans, ça va être un cœur de gauche, d'origine cardiaque. Non, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire chez un de jeune. Signe d'appel, c'est la dyspnée à l'effort. Les gens qui au repos vont parfaitement bien, ils montent un escalier, ils sont essoufflés. Auscultation pulmonaire normale. Ou alors avant qu'il y ait quelque chose, il faut déjà que la maladie soit très très avancée. Sauf si c'est lié à une fibrose pulmonaire. Parfois des petits signes, il peut y avoir des syndromes, des syncopes d'effort,
par chute du débit vasculaire cérébral, les douleurs thoraciques angineuses sur une ischémie ventriculaire droite. Mais le maître mot, c'est la dyspnée d'effort. Et si vous faites un diagnostic, ou si un de vos collègues spécialistes fait un diagnostic d'HTAP chez un sujet jeune, pensez à ce qu'ils aient cherché une maladie auto-immune, en particulier sclérodermie et lupus également. Bon, les signes classiques, la turgescence des jugulaires. Sur la radio, la petite hypertrophie de l'arc moyen par dilatation de l'oreille droite. L'onde P qui est augmentée. Puis ça, c'est un stade beaucoup plus avancé. Dilatation des cavités droites, insuffisance tricuspidienne. Vous voyez ici les cavités gauches qui sont largement inférieures aux cavités droites sur l'échographie. Le cerveau, il peut parler. Le cerveau, on va dire, évoquer une maladie auto-immune quand vous avez un AVC du sujet jeune. Là, il faut penser aux syndromes antiphospholipides. C'est la circonstance la plus fréquente. Bon, un infarctus pariétal chez une patiente lupique ici, qui avait des syndromes antiphospholipides. Ce genre d'image, là, ici, des espèces, au niveau de la substance blanche, cette espèce d'image, là, en T2, hyper intense. Ça, c'est pas une sclérose en plaques. Ça, si vous avez des images comme ça à 80 ans, c'est probablement normal, c'est l'athérosclérose, c'est l'ischémie, c'est l'HTA, etc. Des images comme ça à 25 ans, ça c'est pas normal. Et soit c'est un syndrome antiphospholipides avec des petites lésions ischémiques, soit c'est des images de vascularite cérébrale. Alors évidemment, il peut y avoir d'autres circonstances, en particulier chez le sujet jeune, des thromboses portes, des thromboses cérébrales chez un sujet jeune, deux diagnostics à évoquer. Syndromes antiphospholipides, syndrome myéloprolifératif, type vaquèse ou thrombocytémie essentielle. L'obstétrique, on vous a dit que c'était des femmes surtout qui étaient touchées. Circonstance classique de découverte d'un syndrome antiphospholipides ou d'un lupus, c'est les avortements à répétition. Alors, on a la définition, c'est 3 fausses couches de suite, ou alors une mort fœtale in utero. Très souvent, on nous adresse des patients au bout de 2 avortements, ou même 1, parce que c'est une femme qui désire un enfant qui a 38, 39, voire 40 ans, et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Et donc, on fait un bilan souvent auto-immun à la recherche d'un syndrome antiphospholipides. Le rein, c'est simple, le message c'est protéinurie. Donc si quelqu'un a des œdèmes, et si vous lui trouvez une protéinurie significative, tout de suite, et là c'est une urgence, j'allais dire presque, d'accord ? Toujours penser à une maladie auto-immune, un lupus ou une vascularite. Toujours le nerf périphérique maintenant. Alors la multinévrite, les vascularites en particulier, vont fréquemment parler par le nerf périphérique. Généralement, ce ne sont pas des polynévrites, ce sont des multinévrites, c'est-à-dire que c'est souvent pas forcément bilatéral, c'est pas symétrique. Généralement, c'est un SPE ou un cubital ou un médian. Généralement, c'est pas une règle, mais généralement, c'est d'abord sensitif, puis ça deviendra moteur. Et souvent, il y a des œdèmes des membres inférieurs au niveau du segment touché. Ça, généralement, c'est les vascularites qui parlent comme ça. C'est axonal à l'EMG. On n'est pas dans des pathologies démyélinisantes. Ce n'est pas un Guillain-Barré. Donc vascularite primitive, en particulier Wegener, Church-Strauss, etc. Dernière chose sur laquelle je vais insister, c'est l'asthme. Alors l'asthme à début tardif. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il y a une maladie qu'on appelle la vascularite de Church-Strauss, qui est une vascularite rare, mais nous on en voit assez fréquemment parce qu'on travaille beaucoup à les pneumologues. Alors ça se débute, le début est quasi toujours le même. C'est des gens qui décrivent un asthme d'apparition tardive pendant 4, 5, 6 ans. L'asthme s'aggrave, tel point qu'ils sont obligés d'être mis sous corticoïdes. Souvent, ils sont hospitalisés pendant 2-3 jours pour une crise d'asthme assez sévère. Et ça ne survient pas sur un terrain allergique. Ce pas des gens qui ont de l'asthme depuis l'adolescence ou depuis l'enfance. Des gens qui allaient parfaitement bien et qui, à 40 ou 50 ans, se mettent à avoir de l'asthme. Ça doit vous faire tilt. On ne déclare pas un asthme allergique, à mon avis, à 50 ans. Et ça, c'est typique, souvent, de ce qu'on appelle le Church-Strauss. Et au bout de plusieurs années, tout d'un coup, vous allez avoir l'épisode de vascularite, avec le purpura, la multinévrite ou l'atteinte cardiaque. Et bien souvent, dans les années qui ont précédé, l'asthme à début tardif, et généralement, tous les Church débutent généralement comme ça. Donc le message, si vous avez un asthme qui apparaît chez quelqu'un qui a 40-50 ans, posez-vous la question.
Le poumon, on peut aussi parler sous la forme d'une fibrose pulmonaire, ces espèces d'images comme ça en vert dépoli, vous avez au niveau des bases. Le signe clinique, c'est les petits crépitants fins, pas humides, c'est pas un OAP. Chez quelqu'un de jeune, pensez à faire un scanner et vous tombez sur parfois des images comme ça avec des bronches distordues comme ça, des images en vert dépoli. Dernière plaque, est-ce que la biologie peut vous faire penser à des maladies auto-immunes? À mon avis, 3 circonstances. Bien sûr, les cytopénies auto-immunes, en particulier le PTI. Thrombopénie chez un sujet jeune, tout un arbre diagnostique qui est assez bien codifié. Et on peut rentrer dans un lupus ou dans un syndrome antiphospholipides par une thrombopénie, par un PTI. De même, une anémie hémolytique auto-immune. Si vous faites un bilan de coag, je sais pas, pour un accouchement, une intervention chirurgicale quelconque, et vous avez un TCA spontanément allongé, c'est pas forcément un hémophile, ça c'est typique probablement d'un anticoagulant circulant de type lupique, et ça peut être révélateur d'un syndrome des antiphospholipides. Et enfin, vu qu'il y a une recrudescence des syphilis actuellement, vous faites parfois des TPHA VDRL à vos patients, et si vous avez un VDRL positif alors que le TPHA est négatif, ça c'est parce que dans le sang il y a un anticardiolipide et probablement un syndrome des antiphospholipides. Voilà, 3 circonstances. Évidemment, si vous avez une insuffisance rénale avec une créate à 400, il faut aussi penser à une maladie auto-immune. Voilà, donc j'ai fait un tour d'horizon par symptôme. Je ne sais pas si c'était la bonne idée. En tout cas, si vous avez un de ces symptômes, pensez à une maladie auto-immune. Et comment vous allez la diagnostiquer? Eh bien ça va être le rôle de l'immuno. Donc, vous l'aurez compris, je vais essentiellement me focaliser sur les anticorps antinoyaux et les anticorps anti-histoplases des polynucléaires. Si vous voulez qu'on discute des anticorps qu'on observe dans les maladies plus spécifiques d'organes, on pourra en parler lors de la discussion. Alors, en guise de préambule, ma fille qui a 6 ans m'a inspiré cette diapositive. Elle est en train de réviser les équations. Et très schématiquement, il y a des choses essentielles, je pense, qu'il faut savoir. D'une part, une anomalie biologique ne signe pas la présence d'une maladie auto-immune. Ça, je crois que Jean-Luc vous en a parlé. Et globalement, une anomalie biologique de nature auto-immune n'est en aucun cas un signe pathognomonique de maladie auto-immune. Et lorsque vous avez une anomalie biologique et que vous vous posez la question d'une maladie auto-immune et que vous revenez vers la clinique, attention à ne pas construire des diagnostics. Je suis sûr dans cette salle qu'il y a des gens qui sont un peu photosensibles, qui ont un acrosyndrome, qui ont de temps à autre des douleurs articulaires. Néanmoins, je ne suis pas convaincu qu'ils aient tous un lupus. Donc, il faut vraiment respecter l'ordre qui est clinique, où des gens viennent vous voir pour une symptomatologie clinique susceptible d'évoquer une maladie auto-immune. C'est par exemple le syndrome de Raynaud qui va s'aggraver. Ce sont les douleurs articulaires complètement inhabituelles qui vont réveiller la personne à 4 heures du matin. Et à ce moment-là, vous posez la question d'une maladie auto-immune, vous faites un bilan auto-immun, et s'il est positif, vous avez toutes les chances que cette personne soit effectivement affectée d'une maladie auto-immune. Donc vraiment, ça c'est du b.a.-ba, mais respectez le sens clinique, biologie. Et ça doit vraiment tout le temps aller dans ce sens-là. Alors on va d'abord s'intéresser aux anticorps antinoyaux. Donc un petit peu de technique, parce qu'il faut un petit peu comprendre la technique pour comprendre l'interprétation des résultats. Donc la technique de référence qui permet de rechercher les anticorps antinoyaux, c'est ce qu'on appelle l'immunofluorescence indirecte sur cellule HEP2. Alors la cellule HEP2, c'est quoi? C'est une cellule, on fait cancéreuse, qui est un outil qui va nous permettre de dépister des anticorps antinoyaux. Cette cellule cancéreuse, elle est caractérisée par un gros noyau, et donc s'il y a quelque chose qui se fixe dessus, on a toutes les chances de le voir. Donc comment ça se passe en pratique? Le laboratoire achète des lames sur lesquelles sont fixées ces cellules HEP2, et il va déposer du sérum, donc du malade, de vos malades sur ces lames. S'il y a des anticorps antinoyaux, ils vont se fixer au niveau du noyau, ils lavent, et secondairement, il vient avec un anticorps qui reconnaît l'anticorps et qui est fluorescent. Et après, il regarde ça au microscope et il va nous dire quel est l'aspect de la fluorescence. C'est important l'aspect de la fluorescence et secondairement, on va raisonner en fonction de l'aspect de la fluorescence. Et il va rendre le résultat semi-quantitatif
parce qu'il va diluer le sérum jusqu'à un moment où il n'observera plus de fluorescence. D'accord ? Et le titre qui est rendu, les anticorps antinoyaux sont positifs à un titre 2, correspond à la dernière dilution pour laquelle on observe une fluorescence. Je m'explique. Des anticorps antinoyaux positifs au centième, s'ils passent à la dilution supérieure, qui est au 200e, eh bien, la dilution disparaît. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de connaître. Et des anticorps qui sont positifs à 1,5 sont inférieurs à des anticorps qui sont positifs à 1 sur 4. D'où 1,5 inférieur à 1 sur 4. Pas facile à comprendre ça. Donc, l'immunofluorescence permet d'avoir deux types d'informations. D'une part, le titre, et d'autre part, l'aspect de la fluorescence. Ça, c'est un examen extrêmement grossier qui va nécessiter, à partir du moment où il est positif, qu'on enchaîne et qu'on essaie de comprendre quelle est de manière précise l'antigène qui est reconnu par l'anticorps. Vous savez que dans le noyau, il y a beaucoup de choses, des protéines, des enzymes, du DNA. Et donc, secondairement, on a besoin de comprendre quel est l'antigène qui est reconnu, parce qu'en fonction de la spécificité antigénique, pour le coup, là, vous aurez de grandes orientations sur le plan diagnostique. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va raisonner en fonction de l'aspect de la fluorescence, et vous allez voir que les choses sont extrêmement simples, finalement. Les fluorescences qu'il faut connaître, elles sont au nombre de 5. D'une part, la fluorescence homogène, d'autre part, la fluorescence mouchetée, la fluorescence ponctuée, la fluorescence nucléolaire et la fluorescence cytoplasmique. Voilà. C'est les grands types de fluorescence qu'on peut observer. Quand on a une fluorescence homogène, les choses sont très très simples, parce qu'à tous les coups, on va avoir des anticorps qui sont dirigés contre, alors à tous les coups, je vous parle de la majorité des cas, hein, on va avoir des anticorps qui sont dirigés contre le matériel génétique. Le matériel génétique, c'est quoi? C'est soit le DNA, soit les histones, soit les nucléosomes. D'accord? Et ces trois anticorps, on les observe dans une maladie et quasiment une seule, c'est le lupus érythémateux systémique. On ne rentrera pas dans les subtilités de lupus qui est anti-histone plus, anti-DNA moins, qui est anti-nucléosome plus, anti-DNA moins. C'est des affaires, à mon sens, de spécialistes. Sachez que lorsqu'on a anti-DNA, anti-histone, anti-nucléosome, on s'oriente vers un lupus systémique. Ce que vous allez demander, vous, lorsque vous suspectez un lupus, c'est essentiellement l'anti-DNA. L'anti-histone, vous ne le demanderez quasiment exclusivement que si vous suspectez un lupus induit. Le lupus induit, c'est quoi? C'est une personne chez qui vous prescrivez un médicament dont on sait qu'elle peut induire des manifestations cutanéo-articulaires et parfois des lupus induits, par exemple des antiépileptiques, certains antihypertenseurs. Et donc à ce moment-là, il faut demander anti-DNA et anti-histone. Sinon, pour un lupus entre guillemets standard, cutanéo-articulaire chez une femme jeune, l'anti-histone n'a aucun intérêt. L'antinucléosome, je n'en parlerai pas. Et donc vous avez à droite l'image que la technicienne ou que le biologiste observe lorsqu'il regarde ces lames-là en utilisant le sérum de vos patients affectés de lupus avec cette fluorescence des noyaux qui est typiquement homogène. Alors, peut-être que vous vous rappelez, donc je ne vais pas insister là-dessus, qu'il existe différentes techniques pour détecter les anticorps anti-DNA. Il existe le test de Farr, la technique ELISA et l'immunofluorescence sur Critidia. Ça, vous n'avez pas à savoir ça. Très schématiquement, ça va dépendre des laboratoires, et certains laboratoires vont avoir une technique ELISA pour rechercher les anticorps anti-DNA, alors que d'autres vont avoir une technique par immunofluorescence sur Critidia. Le test de Farr est le test de référence qui permet de rechercher les anticorps anti-DNA. Néanmoins, c'est un test qui tend à être abandonné parce qu'il utilise une technique chaude, donc radioactive, et ce type de technologie, on va dire, est actuellement en train d'être abandonné. Donc au CHU, nous, ce qu'on utilise, c'est un test ELISA. Bon nombre de laboratoires périphériques, parce qu'ils n'ont pas le débit du laboratoire du CHU, utilisent le test sur Critidia, qui est un bon test. Je crois que l'élément essentiel, c'est qu'il faut que vous ayez confiance dans votre laboratoire, et il faut que tout le temps, vous fassiez réaliser vos analyses auto-immunes dans le même laboratoire, de façon à ce que vous ayez une habitude dans le résultat du laboratoire. On en reparlera un petit peu plus tard. Donc on a vu pour la fluorescence homogène, finalement c'est assez simple, c'est DNA, le matériel génétique, et on s'oriente très fréquemment vers un lupus. Ensuite, on peut avoir une fluorescence ponctuée.
Donc vous voyez que c'est un petit peu différent de la fluorescence précédente, dont vous avez des points dans le noyau, vous pouvez vous amuser à les compter, classiquement il en faut plus de 40, peu importe. Lorsqu'on a une fluorescence ponctuée, c'est la fluorescence la plus facile à reconnaître pour un biologiste. À tous les coups, on a des anticorps anticentromères, et le fait d'avoir des anticorps anticentromères oriente grandement le diagnostic vers une maladie et une seule, c'est la sclérodermie qu'on appelle proximale, c'est-à-dire le CREST syndrome, dont vous a parlé Jean-François. L'acronyme, calcinose, rénaux, atteinte œsophagienne, sclérodactylite, télangiectasie. À tous les coups, ça marche, ça, quasiment. Donc, pour les anticorps anticentromères, j'en dirai pas plus, puisque les choses sont finalement assez faciles. Je vous dirai après s'il faut demander spécifiquement anticentromères, comment on rédige l'ordonnance. Je vous expliquerai comment ça se passe sur le plan pratique. Ensuite, on peut avoir une fluorescence nucléolaire. Lorsqu'on a une fluorescence nucléolaire, il y a un type d'anticorps qu'il faut connaître, c'est les anticorps qui sont dirigés contre la topoisomérase 1. La topoisomérase 1, c'est également l'antigène qu'on appelle SCL70. On oublie nucléoline PMSCL. Vous n'avez pas à connaître ça, c'est le même cours que je fais aux internes de DES de médecine interne. C'est pour ça que je n'ai pas tout changé. Par contre, lorsqu'on a des anticorps anti-SCL70, à tous les coups, on a une maladie et une seule. C'est la sclérodermie, mais cette fois-ci systémique. C'est-à-dire la sclérodermie qui donne des atteintes pulmonaires parenchymateuses. Le CREST ne donne jamais d'atteinte pulmonaire parenchymateuse. La seule complication potentiellement redoutable du CREST qu'il faut systématiquement rechercher et qui peut parfois passer inaperçue sur le plan clinique, c'est l'HTAP. D'accord ? Par contre, il n'y a pas d'atteinte parenchymateuse. La sclérodermie systémique, c'est celle qui va donner les atteintes parenchymateuses et qui peut, sur le long terme, voire éventuellement sur de court terme, être responsable de fibrose pulmonaire. Donc c'est une atteinte gravissime au niveau pulmonaire. Et donc cette sclérodermie s'accompagne classiquement d'anticorps anti-SCL70. On n'a jamais l'association anti-SCL70 anticentromère. Impossible. Donc fluorescence homogène, DNA, lupus, fluorescence ponctuée, centromère, CREST, fluorescence nucléolaire, SCL70, topoisomérase 1, c'est pareil, sclérodermie systémique. On avance. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. On peut avoir ce qu'on appelle une fluorescence mouchetée, qui est probablement l'une des fluorescences les plus fréquentes. Lorsqu'on a une fluorescence mouchetée, classiquement, on a des anticorps dirigés contre ce qu'on appelle les antigènes solubles du noyau. Vous voyez ça également parfois répertorié sur les bilans, les anticorps anti-ENA. ENA, c'est la version anglaise, ça veut dire Extractable Nuclear Antigen. À ce moment-là, lorsqu'on a des anticorps dirigés, lorsqu'on a ce type de fluorescence, on va suspecter la présence d'anticorps anti-antigènes solubles du noyau. Et très schématiquement, il y a 4 cas de figure. On peut avoir ce qu'on appelle des anticorps anti-RNP. RNP, c'est pour ribonucléoprotéines. Très schématiquement, tout ça, c'est des ribonucléoprotéines. Elles vont être différenciées en fonction du poids moléculaire. Peu importe. Lorsqu'on a des anticorps anti-RNP, 2 diagnostics sont possibles. D'une part, ce qu'on appelle le syndrome de Sharp. MCTD, c'est Mixed Connective Tissue Disease. Donc le syndrome de Sharp, c'est une connectivité mixte qui emprunte des signes à la fois au lupus, à la fois à la polyarthrite rhumatoïde, à la polymyosite et à la sclérodermie. D'accord ? Donc c'est une maladie classiquement qui est une forme de passage et qui va évoluer souvent vers un lupus, parfois vers une polyarthrite rhumatoïde, mais parfois, eh bien, ces malades ne répondent jamais aux critères du lupus ou de la polyarthrite rhumatoïde ou de la polymyosite, et ils restent syndrome de Sharp pour toute leur vie. Classiquement, ce sont des malades qui ont une atteinte cutanéo-articulaire, qui ont très souvent un syndrome de Raynaud, qui peuvent avoir des atteintes musculaires, mais qui ont exceptionnellement des atteintes rénales. Lorsqu'ils ont l'atteinte rénale, classiquement, ils ont évolué vers un lupus. D'accord ? Donc, anticorps anti-RNP, syndrome de Sharp, et anticorps anti-RNP, ça peut vouloir dire lupus également. Donc, certains lupus s'associent à des anticorps anti-RNP, pas de particularité clinique, ça peut être des lupus cutanéo-articulaires, éventuellement des lupus un petit peu plus embêtants avec une atteinte rénale. Ensuite, on peut avoir des anticorps anti-SM. SM, c'est les initiales de la première personne chez qui a été décrit cet anticorps, Mrs. Smith. Lorsqu'on a un anticorps anti-SM, à tous les coups, on a un lupus.
Alors là, c'est l'anticorps le plus spécifique du lupus. À tous les coups, ça marche. Donc, on ne va pas insister là-dessus. Ensuite, on peut avoir des anticorps anti-SSA. Lorsqu'on a des anticorps anti-SSA, très schématiquement, 3 diagnostics sont possibles. D'une part, le syndrome de Gougeot-Sjogren, donc qui est l'exocrinopathie auto-immune dont vous a parlé Jean-François Vialard. Bon, on peut avoir, donc il faudra voir si ces gens-là ont un syndrome sec, oculaire, salivaire, faire une biopsie des glandes salivaires accessoires, etc., etc. On peut avoir un lupus systémique classique, et surtout, ces anticorps anti-SSA, Jean-François vous en a parlé, se voient dans une forme cutanée un petit peu particulière, qui est le lupus cutané subaigu, qui est ce lupus très photosensible, avec ces lésions un petit peu papulaires et nodulaires qu'il vous a montré, et éventuellement des séquelles pigmentées derrière. Donc ça, c'est lorsqu'on a ce type d'atteinte, c'est-à-dire le lupus, enfin la présentation clinique cutanée plus l'anticorps anti-SSA, à tous les coups on a le diagnostic. Et ensuite, les anticorps anti-SSA se voient dans une troisième cas de figure, c'est ce qu'on appelle le lupus congénital. Dans le lupus congénital, il y a 2 choses. Il y a d'une part le lupus que va développer le bébé à la naissance, qui est lié à la présence des anticorps anti-DNA de la maman. Ces anticorps anti-DNA, ils peuvent être pathogènes chez la maman. Ils vont passer la barrière fœto-placentaire pour se retrouver chez le bébé à la naissance. Et le bébé peut développer des symptômes lupiques à la naissance. Le bébé n'a pas un lupus. C'est quelque chose qui est important de connaître. C'est les anticorps de la maman qui sont responsables de la symptomatologie lupique chez le bébé. Et le bébé à la naissance, qu'est-ce qu'il fait? Il fait souvent une thrombopénie, il fait souvent une péricardite et il peut avoir des signes cutanés. La demi-vie des IgG, c'est en gros 3 semaines. On va traiter le bébé avec des corticoïdes et au fil du temps, les choses vont s'améliorer et il n'y aura pas de problème particulier pour le bébé. Par contre, l'anti-SSA peut poser un problème pendant la grossesse, donc in utero, et cet anticorps anti-SSA, il peut être responsable de bloc auriculo-ventriculaire. Donc c'est ce qu'on appelle le bloc auriculo-ventriculaire congénital. Les anticorps, les IgG, passent la barrière fœto-placentaire très schématiquement à partir de la 16e semaine d'aménorrhée. Donc à partir de la 16e semaine d'aménorrhée, ces anticorps sont susceptibles de passer la barrière fœto-placentaire pour se retrouver chez le bébé, et chez le bébé, ils peuvent se fixer sur le tissu de conduction du cœur du bébé. Et à ce moment-là, ils peuvent être responsables de bloc auriculo-ventriculaire chez le bébé. Si vous prenez 100 femmes qui ont un anti-SSA, globalement, il y en aura entre 1 et 2,5 dont le bébé va développer un bloc auriculo-ventriculaire. C'est une pathologie potentiellement gravissime pour le bébé, puisqu'il y a 2 évolutions possibles, soit la mort fœtale in utero, soit le bébé est viable et peut arriver vers 28 ou 30 semaines d'aménorrhée, peut être réanimé, et à ce moment-là, c'est le pacemaker à la naissance. Donc c'est important de dépister les anti-SSA chez les femmes lupiques, parce que lorsqu'elles vont avoir des grossesses, il conviendra de faire une surveillance très particulière, avec des échographies cardiaques fœtales, qui ne sont pas du tout les échographies standards qu'on réalise pour la grossesse, et éventuellement de traiter le bébé in utero, c'est des choses qu'on peut faire. Ça évolue toujours du BAV1 vers le BAV3. Au BAV1, il n'y a pas de bradycardie. Lorsqu'on en est rendu au stade de bradycardie, pas bon. Donc voilà pour les anti-SSA. Pour les anti-SSB, c'est classiquement une maladie et une seule, c'est le syndrome de Gougeot-Sjogren. Donc vous voyez que pour les antigènes solubles du noyau, les choses sont également extrêmement simples. Et puis parfois, vous recherchez des anticorps anti-noyau et pas de chance, vous détectez des anticorps anti-cytoplasme. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout le noyau qui fluoresce, mais c'est le cytoplasme. Alors qu'est-ce qui peut être reconnu dans le cytoplasme? Mais très schématiquement, c'est tous les organites intracytoplasmiques qui peuvent être la cible d'une réponse auto-immune. C'est d'une part les ribosomes. Et lorsqu'on a des anticorps anti-ribosomes, à tous les coups, on a un lupus. Ça marche dans quasiment 90% des cas. Ce sont des formes un petit peu particulières de lupus. Ce sont classiquement des lupus qui s'associent à des formes psychiatriques, au sens large du terme, qu'elles soient de nature névrotique ou de nature psychotique. Donc, forme neurologique, on va dire, de lupus. Ensuite, on peut avoir les mitochondries qui peuvent être la cible d'une réponse auto-immune. Et lorsqu'on a des anticorps anti-mitochondries, c'est les anti-M2, les fameux anti-M2, on oriente grandement le diagnostic vers une hépatopathie auto-immune qui s'appelle la cirrhose biliaire primitive. Et ensuite, on peut avoir les filaments d'actine, je vais vous montrer des photos, qui fluorescent. Et lorsqu'on a ce qu'on appelle des anticorps anti-actine, on oriente grandement vers un grand groupe de maladies qu'on appelle les hépatites auto-immunes.
D'accord? Donc ribosome, mitochondrie, actine, ribosome, lupus, cirrhose biliaire et actine, hépatite auto-immune. Et puis, dans la fluorescence cytoplasmique, il existe une cible antigénique qui n'est pas forcément évidente à dépister, qui cible une enzyme, en fait, qui est présente dans le cytoplasme, qui s'appelle une tRNA synthétase, peu importe, et que vous voyez parfois appeler l'antigène JO1. Lorsqu'on a des anticorps anti-JO1, on oriente grandement le diagnostic vers ce qu'on appelle les myopathies inflammatoires. Et dans les myopathies inflammatoires, il en existe plusieurs types. C'est d'une part la polymyosite et d'autre part la dermatopolymyosite. Donc Jean-François vous en a parlé à travers les signes cutanés, notamment de la dermatopolymyosite. Donc voilà ce qu'on peut observer pour les fluorescences cytoplasmiques, sachant que j'en suis certain, la plupart des laboratoires privés ne sont pas capables de détecter les anticorps anti-GO1 sur une immunofluorescence, parce que certaines lames ne permettent pas le dépistage de ce type d'anticorps. Donc là, on est vraiment dans des laboratoires assez spécialisés pour rechercher ce type d'auto-anticorps. Par contre, pour le reste, il n'y a pas de souci, anti-SSA, SSB, tous les laboratoires sont capables de donner ce type de résultats. Donc voilà ce que donne la fluorescence des mitochondries là. Donc ici, vous voyez que le noyau ne fluoresce pas, contrairement à tout à l'heure. Le noyau est là. Hein, et vous voyez qu'on a une espèce de fluorescence qu'on appelle peignée, peu importe, au niveau du cytoplasme. Bon, là, c'est une super image pour les anticorps anti-actine. Voilà les filaments d'actine qui fluorescent. Lorsqu'on a ce type d'image, on n'a aucun doute quant à la cible antigénique. Alors, quelques questions. Une des premières questions, c'est la disparité des résultats entre laboratoires. Ça, c'est le quotidien. Si vous voulez, la recherche d'anticorps antinoyaux fait intervenir l'être humain. Il fait intervenir l'être humain et il fait intervenir une technologie qui est l'immunofluorescence indirecte. Donc au CHU, on fait en gros 14 000 recherches d'anticorps antinoyaux par an. Donc on a quand même une certaine habitude. Donc, globalement, il y a 2 techniciens de temps plein qui font que ça. On a sur le plan du microscope à fluorescence un microscope qui s'appelle dont la marque est Leica. Donc je sais pas, mais ceux qui s'intéressent à la photographie connaissent la qualité des objectifs Leica. Donc ça c'est également quelque chose qui est, alors ça coûte cher certes, mais l'appareillage est fondamental. Et puis après il y a une question d'habitude également, d'entraînement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles lorsque vous faites réaliser des anticorps antinoyaux dans le privé, de manière habituelle, on est obligé quasiment de tout refaire systématiquement au CHU, parce que, à titre personnel, je ne suis pas capable d'interpréter un bilan auto-humain du privé, quel qu'il soit quasiment. Je peux vous donner plein d'exemples, hein, des bilans complètement négatifs dans le privé, avec une symptomatologie clinique typique de lupus, tout est positif chez nous, alors là je ne comprends pas. On appelle pour avoir des explications, bon bref, oui il y a eu une erreur, il y a un anticorps qui ne marche pas bien ou je ne sais pas quoi. Des bilans très positifs dans le privé, tout est strictement négatif chez nous. Donc, pas facile en ce qui concerne l'auto-immunité, enfin ce type d'auto-immunité. Alors, que dit la sécurité sociale et comment vous prescrivez? Alors, tout d'abord, est-ce que vous savez quel est le coût de la recherche d'anticorps antinoyaux? C'est un B40. Le B est à 0,21, donc ça fait en gros 8 €. B80 pour la technique ELISA. Donc, faites 80 x 0,20. Ça fait 16 € à peu près. Lorsque vous recherchez des anticorps antinoyaux, voilà ce que dit la nomenclature de la sécurité sociale. Vous prescrivez recherche d'anticorps antinoyaux. Le laboratoire fait sa recherche. De 2 choses l'une. Soit il considère que les anticorps antinoyaux sont positifs, soit ils sont négatifs. Ils sont négatifs, il s'arrête là. Ils sont positifs, il est en droit et il doit rechercher la spécificité antigénique. C'est-à-dire qu'il doit lancer derrière la technique, alors ce qu'il a en magasin, mais souvent la technique ELISA, qui va lui permettre de dire oui, il y a des anti-SSA, oui, il y a des anti-SSB, oui, il y a des anticentromères, etc., etc., etc. D'accord? Sans que vous ayez à prescrire de manière spécifique ce type d'analyse. Ça, c'est le job du laboratoire, c'est la nomenclature de la sécurité sociale, et il sera remboursé sur les 2 analyses. D'accord? Alors après, si vous voulez orienter un petit peu les choses, vous avez le droit, si vous suspectez un lupus, de demander, anti-DNA, anti-noyau plus anti-DNA.
Sachez que vous pouvez avoir un authentique lupus sans anti-DNA, avec juste des anti-SM. Alors après, il faut que vous ayez l'habitude de travailler avec vos laboratoires. Certains ont les anticorps antinoyaux positifs. Ils sont positifs, ils s'arrêtent là. Ils ne vont pas plus loin. C'est classique. Certains sont négatifs et enchaînent des fois sur la recherche d'une spécificité alors que ça n'a aucun intérêt, stricto sensu. Donc ça va être, et certains travaillent parfaitement bien, c'est-à-dire les anticorps sont positifs et ils vont rechercher derrière la spécificité. Donc ça va dépendre, on va dire, du laboratoire avec lequel vous êtes habitué à travailler. Alors d'emblée, je vais plomber les comptes rendus, alors notamment, je vais citer les noms là, Biomnis et le Cerba, où en fonction de la spécificité antigénique, ils vont vous dire le diagnostic. Ça, à mon sens, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, le rendu de résultat, c'est vous avez anti-SSA, ils vous disent vous avez 30% de chance d'avoir un lupus, 20% de chance, entre guillemets, d'avoir un Gougerot. Le malade reçoit ça, ce qu'il lit, c'est il a un lupus ou il a un Gougerot. Qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Internet, et après vous pouvez passer une demi-heure, le temps de la consultation, à lui expliquer qu'il n'a pas de maladie auto-immune. Parce qu'éventuellement, peut-être qu'il n'a pas la bonne clinique. Donc, il ne faut pas aller trop vite dans l'interprétation des anticorps antinoyaux et accorder plus d'importance qu'ils n'en ont. Le seuil de positivité. Le seuil de positivité, ce qu'on lit dans les livres, pour le seuil de positivité des anticorps antinoyaux, ce qui est vrai pour la plupart des laboratoires du privé, c'est 1 sur 160. Alors, 1 sur 160 chez les gens jeunes. 1 sur 160, on va dire, non pas qu'on est vieux après 60 ans, hein, mais 1 sur 160 au-delà de 60 ans, je pense qu'il faut prendre ça avec plus de précaution. On sait que le taux a tendance à augmenter, comme vous l'a dit Jean-Luc Pellegrin, lorsqu'on avance en âge. Donc 1 sur 160 à 20 ans, ça peut vouloir dire quelque chose. 1 sur 160 à 70 ans, on se calme. Au CHU, le seuil de positivité, c'est 1 sur 250. On a une sensibilité qui est un petit peu plus importante. Alors après, quelle est l'interprétation? Alors Jean-Luc vous en a parlé un petit peu, des anticorps antinoyaux sans spécificité. C'est-à-dire que vous suspectez éventuellement une maladie auto-immune chez une jeune femme qui a peut-être un acrosyndrome ou qui a fait une éruption cutanée un petit peu bizarroïde. Vous recherchez des anticorps antinoyaux. Ils sont positifs. On vous dit les anticorps antinoyaux positifs au millième. Par contre, anti-SSA, SSB, enfin tout le reste, négatif. Et cette diapositive, vous l'avez déjà vue, c'est la diapositive que vous a présentée Jean-Luc Pellegrin. Il faut savoir qu'il existe en fait une espèce de continuum entre une immunité normale et une auto-immunité biologique, et puis la maladie vraiment clinique, on va dire. Donc souvent, ce que signe la présence d'anticorps antinoyaux isolés, sans spécificité, il y a très schématiquement 3-4 cas de figure. Premièrement, ça peut être des médicaments qui induisent des anticorps antinoyaux. C'est assez fréquent, par exemple, avec les bêta-bloquants. Donc il faut éventuellement se poser la question de l'imputabilité d'un médicament. Il ne faut pas forcément l'arrêter, le médicament, hein, mais il faut se poser la question. Même, il ne faut pas l'arrêter sur juste la présence des anticorps antinoyaux. Deuxièmement, les anticorps antinoyaux isolés peuvent se voir dans certaines maladies auto-immunes, et notamment certains types d'hépatopathie auto-immune. Troisièmement, des anticorps antinoyaux isolés, surtout chez les personnes qui avancent en âge, peuvent signer la présence d'une activation du système immunitaire, et l'activation, enfin la cause la plus souvent responsable d'une activation importante du système immunitaire lorsqu'on avance en âge, c'est le cancer. Que ce soit de nature lymphomateuse ou bien cancer solide divers et variés. Donc attention, 1/2 millième à 70 ans, ça veut rarement dire lupus, ça veut plus souvent dire lymphome ou cancer. Et puis après, ça peut vouloir dire également que cette jeune femme a un terrain prédisposant au développement de maladies auto-immunes. Vous n'avez aucun moyen de prédire si oui ou non un jour elle développera une maladie auto-immune. Néanmoins, elle a un terrain prédisposant. Et ce qu'il faudra faire, c'est d'une part la suivre et être vigilant si elle développe des signes à type de douleur articulaire, de symptomatologie clinique qui apparaît au fil du temps. Et il faudra être également vigilant aux situations de la vie qui peuvent faire que l'anomalie biologique se transforme en une authentique maladie clinique. Ces situations de la vie, il n'y en a pas 50 000, il y en a essentiellement une, notamment chez la femme, c'est la grossesse. Donc une femme chez qui vous avez dépisté des anticorps antinoyaux, il faudra être vigilant lorsqu'elle va développer
lorsqu'elle va être enceinte, parce qu'elle prend des risques à la fois pour elle, elle peut développer à ce moment-là une maladie auto-immune. Alors quand on dit grossesse, c'est la grossesse et le postpartum. Et sur le plan immunologique, le postpartum c'est 1 an. Donc globalement, la grossesse c'est 2 ans. Donc il faudra être vigilant. Le fait d'avoir des anticorps antinoyaux isolés ne contre-indique pas la prescription d'œstroprogestatifs. Okay, on n'est pas du tout dans le cas d'un lupus. D'accord? Donc que les choses soient claires. Ça contre-indique la prescription d'œstroprogestatifs si elle a des antiphospholipides associés. Là, on est d'accord. Mais des anticorps antinoyaux isolés, si elle est bien avec sa pilule œstroprogestative, on la laisse avec sa pilule œstroprogestative et on ne lui impose pas une pilule microprogestative, par exemple. Donc voilà ce que je souhaitais dire pour les anticorps antinoyaux. Alors maintenant, on va passer aux anticorps antihistoplasmes des polynucléaires neutrophiles et les choses seront très faciles. La technique est la même que pour rechercher les anticorps antinoyaux. C'est une technique d'immunofluorescence indirecte. Et on n'a plus des cellules qu'on appelle HEP2, mais on a des polynucléaires neutrophiles humains, complètement logique, puisqu'on recherche des anticorps anti-polynucléaires. On fait exactement la même technique, si bien qu'on va avoir le même type de résultat, à savoir un titre, donc une dilution pour laquelle, à un moment donné, la positivité s'arrête, et un aspect de la fluorescence. D'accord ? Et secondairement, on va passer avec un test d'identification pour savoir qu'est-ce qui est reconnu au sein du polynucléaire neutrophile. Très schématiquement, l'aspect de la fluorescence, il y en avait 5 pour les anticorps antinoyaux, il y en a 2 pour les anticorps anticytoplasmes des polynucléaires. Il y a d'une part ce qu'on appelle la fluorescence de type cytoplasmique et d'autre part la fluorescence de type périnucléaire. Et c'est la raison pour laquelle, on va dire couramment, on parle de C en K et de P en K. Lorsqu'on a des... Alors ça marche beaucoup mieux au tableau que sur mon ordinateur. Lorsqu'on a des C en K, vous voyez le noyau polylobé des polynucléaires qui n'est pas fluorescent, par exemple ici, et vous voyez que le cytoplasme du polynucléaire fluoresce globalement dans sa globalité. Lorsqu'on a des C en K, à tous les coups, on a toutes les chances d'avoir des anticorps antiprotéinase 3, et ça oriente vers une maladie et une seule, c'est la maladie de Wegener. Lorsqu'on a des P en K, on a toutes les chances d'avoir des anticorps anti-myéloperoxydase, et ça oriente vers 2 grands types de diagnostics. D'une part, ce qu'on appelle la polyangéite microscopique, et d'autre part, ce qu'on appelle le syndrome de Churg-Strauss. Donc, vous voyez que pour les ANCA, les choses sont extrêmement simples quant à l'interprétation. On peut avoir des ANCA isolés, sans spécificité. Bon, ça peut se voir dans certaines maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, ça n'a pas de valeur diagnostique ou de gravité. Ici, je vous rappelle la fréquence des C en K et des P en K en fonction des étiologies. Je crois que vous avez ça sur vos lames. J'en ai terminé avec ma présentation et je crois que là, maintenant, on peut répondre aux questions que vous pourriez avoir. Alors, c'est vrai que j'ai oublié une partie, c'est est-ce que les anticorps corrèlent à l'activité de la maladie? Sur tout ce que je vous ai dit, sur tous les anticorps que je vous ai présentés, il y en a 3 qui, très schématiquement, peuvent corréler à l'activité de la maladie. Il y a d'une part les anticorps anti-DNA, dans le cas d'un lupus érythémateux systémique, qui classiquement sont élevés en poussée de la maladie et diminuent lorsqu'on traite le malade, et parfois peuvent précéder, enfin la réascension des anticorps anti-DNA peut précéder l'apparition d'une poussée de la maladie. Donc les anti-DNA peuvent être positifs et à un moment donné peuvent être négatifs, ça oui. Une fois que vous avez tous les autres, et les 2 autres anticorps qui corrèlent à l'activité de la maladie, c'est antiprotéinase 3 et antimyéloperoxydase, et surtout antimyéloperoxydase en ce qui concerne les vascularites, donc que ce soit Wegener ou micropolyangéite microscopique. Tous les autres, anti-SL70, anti-centromère, anti-SSA, SSB, à partir du moment où vous les avez dosés une fois ou 2 fois, ça n'a aucun intérêt de le refaire de manière systématique parce que ça ne corrèle pas à l'activité de la maladie. Lorsque vous avez un Gougerot-Sjogren, ce n'est pas parce que les anticorps anti-SSA sont très très élevés que la maladie de Gougerot-Sjogren aura par exemple une expression extraglandulaire. C'est complètement faux. D'accord ? Vous n'avez aucun moyen de cibler de manière spécifique en plus ces anticorps. Ces anticorps, les cellules qui les sécrètent, c'est les plasmocytes. Ce sont des cellules qui ne se divisent pas. Elles sont dans la moelle osseuse où elles se divisent peu. Et donc, voilà, c'est positif, ce sera positif à vie, très schématiquement. Par contre, les anti-DNA sont sécrétés par des cellules qui se divisent. Ce sont des plasmablastes.
Et pour le coup, lorsqu'on donne de l'endoxan, des corticoïdes, on peut cibler ces cellules, et donc on fait diminuer le taux d'anticorps anti-DNA.